La question de la beauté et du sentiment dans quelque chose d'aussi froid et méthodique que l'art est moins anodine qu'il paraît de prime abord. Le seul point sur lequel on saura à peu près tous s'accorder est que c'est ce que tous nous recherchons. C'est ce que les poètes sont en mesure d'offrir, dans le meilleur des cas, quand ils touchent aux cimes géniales de leur discipline. Car la création ex nihilo d'un sentiment ou d'une émotion relève de quelque chose que je me plairais à appeler de la magie. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant de goût pour les miroirs, oui, ça c'est vrai, alors. Et pour les mirages. Les mirages. Mais je sais qu'à l'âge de 10 ans, je me passionnais pour les tours d'adresse. La magie à domicile, dont les instruments variés, le chapeau claque à double fond, la baguette étoilée, le jeu de cartes qui se métamorphose entre vos doigts en tête de cochon. Tout cela, vous arrivez dans une grande boîte du magasin Petto, dans la rue de la Caravane, près du cirque Cinizelli à Saint-Pétersbourg. Tout ça existe encore. Imaginez-vous ouvrir un livre, indifférent à ses pages et ses innombrables mots. Quelque temps plus tard, cet objet anonyme contient le sort des gens devenus de votre entourage. Le plus magique dans cette opération est que l'auteur vous a fait vous lier à des projections de son esprit, mais qui n'ont aucune existence indépendante propre. D'aucuns se plaisent à parler de ce phénomène comme du hasard d'une passion, presque imposée par l'élan d'une inspiration du moment. Les plus élevés sentiments ne pourraient être exprimés que dans les œuvres de personnalités aussi nobles et dignes. En réalité, susciter l'émoi, manipuler des ressentis, c'est la raison d'être des œuvres d'art. Le maniement de nos sentiments à leur contact relève d'une ingénierie au sens le plus élémentaire du terme. Ceux qui altèrent ce fait en invoquant l'inspiration, le plus souvent, ne sont que des techniciens chanceux et qui ont assimilé la part technique sans s'en rendre compte eux-mêmes. Ce qu'on appellerait communément l'instinct et l'authenticité, la spontanéité, ne sont pas pour autant étrangers au processus. Ces ingrédients sont ceux qui motivent à déployer l'arsenal de structure et de savoir-faire. Seulement, ils ne sont libérés que tardivement dans le déroulé des opérations, une fois que les mécanismes sont assez solidement fixés pour les soumettre à leur usage. Pour autant, la part technique n'est pas un gage de bien faire ou de réussir son dessin esquissé. Inclus était un manuel de magie, montrant la manière de faire disparaître ou changer une monnaie entre vos doigts. Et je tâchais de reproduire ces trucs en me tenant devant un miroir, comme le conseille le manuel. Tiens-toi devant un miroir. Et mon petit visage pâle et sérieux, qui se reflétait dans la glace, m'embêtait, je m'affublais d'un loup, masque noir, qui me donnait meilleure mine. Hélas, je n'arrivais pas à égaler l'adresse du fameux magicien Mr. Merlin, qu'on avait l'habitude d'inviter aux fêtes d'enfants, et dont j'essayais en vain d'imiter le boniment frivole et trompeur que mon manuel voulait que je débite afin d'éclipser le petit manège de mes mains. Boniment frivole et trompeur. Oui, voici une définition trompeuse et frivole de mes œuvres littéraires. La part technique ne délivre qu'un potentiel, en somme. Les plus nobles et les plus belles idées peuvent échouer à toucher aucunement si elles fertilisent une base à la construction déficiente. Le pilier du vrai, là où reposent les vérités qui nous chamboulent et créent d'autres réalités que la nôtre, réside donc bel et bien dans la part technique d'une œuvre. Ainsi avons-nous recours à l'artificialité pour exprimer le vrai, ce vrai dont tous les faiseurs d'art sont à la recherche perpétuelle, Graal inaccessible et obsédant. Conscient qu'il n'existe pas ailleurs que dans notre imaginaire, l'artiste se met en devoir d'en fabriquer une copie la plus approchante possible.
Ainsi, l'artiste recrée le réel. Ainsi, l'artiste recrée un autre réel. Mais alors la question à se poser devient celle de savoir quel réel. Un objet palpable est considéré comme vrai. Bien. On ne peut toucher les mots d'amour et d'adieu qui nous hantent pour des années. Ils n'en sont pourtant pas moins vrais. Comme à chaque fois que l'on s'aventure dans les subtilités des langages et des mondes, il faut convenir que toutes les réponses péremptoires et générales ne sont jamais mieux que des approximations. Pour une bonne partie des créateurs, il est cependant une réalité commune et partagée par tous. Celle de la mort. Une œuvre, quelle qu'elle soit, contient toujours une mise en question de la mort, y compris dans celle qui ne la mentionne pas explicitement ou l'ignore avec un suprême dédain. Qu'une question aussi universelle et existentielle que celle-là soit passée sous silence dans une représentation du réel constitue une manière de se positionner. Quant à ceux qui s'y confrontent, leur quête se transforme rapidement en une exploration de l'au-delà. Le dépassement des limites physiques, rationnelles, connues, familières, est un recours facile et récurrent. Pour donner une réponse à ce qu'est la mort, il faut imaginer ce que c'est pour ceux qui la vivent. Et le plus étonnant réside dans ce que les récipiendaires font preuve d'une crédulité égale à la justesse technique de l'œuvre qui se propose de leur narrer ce qu'il y a par-delà le seuil ultime de la mort. Non seulement ils y croient, mais ils comblent d'eux-mêmes les lacunes quand il en apparaît. Pourquoi ? Parce que tous aspirent à croire en des mensonges. Personne ne demande ni ne veut la vérité. Tout ce qu'ils demandent, tous, ce sont des mensonges assez plausibles et bien travaillés pour avoir une excuse valable d'y croire. Parce que le plus éhonté des mensonges est encore préférable à l'angoisse de l'ignorance. Nous disons donc que créer est une quête de la mort dans la vie. De cette manière, l'art fait office d'une sorte de psychopompe, en charge de vampiriser la mort. De cette appréhension morbide vient peut-être le voisinage trop célèbre des arts avec des altérateurs de conscience. Malgré l'idée reçue sur la question et la surreprésentation populaire qui va dans ce sens, il m'apparaît que, en fait, les adeptes les plus fervents de cette manière de faire ont bien plutôt réussi leur art malgré leurs dérives. À vivre avec des pensées de mort, on peut concevoir que la psyché finisse par se corrompre, selon un certain point de vue. Le plus cruel dans cette affaire est que la mort n'est pas sans volupté. Les artistes qui la convoquent se prennent à voir le monde depuis ses rivages lointains et apaisés, deviennent des étrangers de ce bord autrefois connu et familier appelé vie. Est-ce qu'il y aurait un point de non-retour à partir duquel un artiste se serait trop ancré à la mort pour pouvoir s'en détacher ? Il ne me semble pas. Cela tient plutôt, à mon sens, à une volonté active de ne plus en revenir quand, dans ses idées et dans sa compréhension du monde, on a fait émerger une réalité plus vivante que celle initiale, où la mort, étant comprise, est vaincue. Tragique est un terme bien fort et pourtant il y a un petit côté tragique à l'incident qui m'aida à renoncer à ma passion et à reléguer cette boîte à la chambre de débarras avec ses jouets défunts et ses pantins cassés. Et voici donc cet incident. Un soir de Pâques, à une dernière fête d'enfants de l'année, je ne pus m'empêcher d'aller regarder par cette fente de porte qui est une des branchies vivantes de la littérature mondiale. Sans la fente de porte... Vous pensez aux voyeurs de Rob Grillet? Non, pas seulement ça. Là, c'est une porte grande ouverte. Pour voir comment allaient les préparations que M. Merlin faisait pour son premier numéro dans le grand salon. Et je le vis, qui entrouvrait un secrétaire pour y glisser tranquillement, franchement, une fleur de papier. Et cette franchise, cette familiarité du geste était ignoble par contraste aux enchantements de son art. Et pourtant, je m'y connaissais, je savais ce que recelait le frac
fripé d'un magicien et de quoi on est capable en fait de magie, ce lien professionnel, le lien de la mauvaise foi, me poussa à prévenir une de mes petites cousines, Mara Rjevouske, dans quelle cachette on retrouvera la rose que Merlin escamotera au cours d'un de ses trucs. Les poètes, au sens le plus large de ce mot, rechercheraient en fait l'éternité, disons-nous. L'éternité qui rend la mort tellement plus séduisante et plus puissante que la vie toujours trop brève et incomplète. Pour les autres vivants du monde commun, l'éternité ressemble surtout à une succession d'éphémères renouvelés au jour le jour. La mort, elle, est une éternité dépourvue d'éphémères, où le temps est soumis aux inflexions des sentiments, où la vérité universelle est ce que vous ressentez. La nécessité de pénétrer profondément dans le sanctuaire funèbre du monde se fait alors jour à l'esprit. Plus on comprend la mort, plus on la fait sienne. Et dès lors ne tarde pas à émerger la dure vérité que l'on s'y est trop avancé, trop loin, trop longtemps, pour espérer un retour parmi ceux qui furent les nôtres. Que reste-t-il au poète dans une telle condition? Il lui incombe de recréer son monde, encore une fois. Encore, comme toujours, il incombe au poète de faire. La mort est une enfant de l'art, qui l'a créée. Cette autre part de la poésie qu'on appelle la mort est soumise à la perception de celui qui la travaille, la modèle, lui donne corps et existence. La poésie a cette propriété surnaturelle de pouvoir tout refaçonner. La poésie est transcendante de la vie et de la mort, et si la mort elle-même est une esclave obéissante de la poésie, il n'est pas exagéré de dire que tout est soumis à la poésie authentique, celle qui peut se passer de mots et n'a pas besoin de se faire pour être, celle qui gît dans le sein de tout un chacun, qui constitue le monde de tous. Au moment critique, la petite traîtresse, une blanche aux cheveux noirs, indiqua du doigt le bureau en s'écriant « Mais mon cousin a vu où vous l'aviez mise. » Et j'étais très jeune alors, mais je distinguais clairement, ou bien je crus distinguer, l'expression atroce qui convulsa les traits du pauvre magicien. Je raconte cet incident pour satisfaire ceux de mes critiques perspicaces, c'est un mot que je ne sais jamais prononcer, qui déclarent que dans mes romans, le miroir et le drame ne sont jamais loin l'un de l'autre. Parce que je dois ajouter que quand on ouvrit le tiroir, que les enfants désignaient en ricanant, la fleur n'y était pas. Elle traînait sous la chaise de ma voisine. Combinaison charmante, gloire de l'échiquier.